Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Emmanuel, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Coucou Alex, écoute, je vais super bien. En plus, il y a un immense soleil sur Toulouse aujourd'hui, donc je suis en pleine forme et très heureuse d'être là. Sur Grenoble aussi, on a le soleil, ça fait tellement plaisir. Après toutes ces journées de pluie, Emmanuel Turquet, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu devais te décrire en quelques mots, tu dirais quoi? Ah, en quelques mots, ça va être compliqué, hein. C'est vraiment quelques mots ou j'ai le droit de faire des phrases, hein? Oh, vas-y, t'as le droit de faire des phrases. Ok, alors je suis la fondatrice de la cuisine thérapie, mais ça j'imagine qu'on va en parler, donc je garde le secret pour plus tard. Ce qui est particulier, et dont je parle assez souvent parce que je pense que ça fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Je suis issue d'une fratrie de 5 enfants et j'ai une sœur jumelle. Donc ça complexifie un petit peu le côté prendre sa place, trouver sa voie, etc. J'ai créé ma boîte il y a 10 ans, aujourd'hui, enfin dans ce mois de janvier 2025. Et j'ai plein de choses à dire à des personnes qui veulent se reconvertir dans la relation d'aide ou qui sont déjà accompagnants et qui ont envie de quelque chose un peu différent. Ah, trop bien. Super. Et j'aime bien commencer le podcast toujours par une même question que je pose à mes invités. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point aujourd'hui ta vie fait sens? À quel point ma vie fait sens? 10, je crois. Ouais, vraiment 10. Alors, je dis pas qu'elle est facile, je dis pas qu'il n'y a pas des grands moments de solitude et des grands moments où émotionnellement c'est compliqué, mais oui, ça fait sens et si tout devait s'arrêter demain, il y aura pas de regret. Ah, trop bien. Et ça a toujours été 10 sur 10 ou non? Je suppose que tu Non. as eu des périodes comme tout le monde, de haut, de bas. Est-ce Ouais. que tu peux nous raconter justement un peu ton parcours et comment tu as, évolué dans ces périodes de plus ou moins de sens? Ouais. Alors, donc je vais peut-être pas remonter à l'enfance, mais en tout cas, moi, quand j'ai fait le choix de faire des études, je savais pas vraiment quoi faire. Moi, comme beaucoup de gens, j'imagine, j'étais bonne en classe, du coup, bah, j'ai fait une prépa HEC. Pourquoi HEC? Parce que j'étais nulle en scientifique pour le coup, donc j'ai fait une prépa commerciale. Mais j'avais vraiment envie à la base de faire Sciences Po. Alors, j'ai échoué à Sciences Po, donc j'ai fait une prépa commerciale. Du coup, j'ai fait une école de commerce. Du coup, comme beaucoup de gens qui font une école de commerce, je suis rentrée dans une grosse boîte. Et j'ai fait 15 ans sur des sujets marketing, gestion de projet, animation commerciale, etc. Ça m'a plu, il y avait vraiment des choses chouettes. Mais à un moment, j'ai eu envie de m'arrêter. Je me suis arrêtée une première fois pour ouvrir une boutique de décoration et d'artisanat asiatique. Alors pourquoi? Parce que j'avais passé 7 mois en Asie et que je me disais, c'est pas possible. En France, on fait un espèce d'amalgame sur l'artisanat asiatique, alors que c'est très différent ce qu'on trouve au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Donc voilà, j'ai eu envie déjà de sortir du système pendant 4 ans pour créer cette boutique de décoration. Là, cette période-là de ma vie faisait sens. C'était chouette. J'aurais pas mis 10 sur 10, loin de là, parce que c'était hyper dur sur le plan financier. Pendant 4 ans, j'ai vraiment tiré la langue ben, j'ai pas réussi à me sortir un salaire, donc c'était vraiment compliqué. J'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais ce relationnel, etc. Mais il n'y avait pas le côté ben, rémunération qui allait avec. Donc du coup, je suis repartie. Je suis retournée bosser en tant que salariée chez Engie, que je n'avais pas quitté. J'avais juste suspendu mon contrat de travail. Et au retour chez Attends, Engie. je t'interromps Ouais, parce que du coup, tu as fait salariat, entrepreneuriat, salariat. ouais. Euh, Il y en a beaucoup qui voient, oh là là, si je dois retourner dans le salariat, c'est le plus gros échec de ma Ah vie. non. Comment tu as vécu ça, justement, ce moment où t'as quitté le salariat pour l'entrepreneuriat? Ouais, j'ouvre une boutique. Finalement, ça marche pas. Comment ça s'est passé Ah, c'est une super question. Merci de la poser, Alex, parce que vraiment, ça me fait revisiter des choses hyper chouettes. Écoute, non, j'ai fait 4 ans dans la boutique et je suis rentrée. Et effectivement, j'ai des anciens collègues qui me disaient, ça va, t'es pas trop déçu, ça doit être dur quand même de se prendre une claque pareille et tout. Et moi, je leur disais, mais pas du tout. Enfin, je me rends compte que je suis capable de ça. J'ai plus rien à prouver.
j'ai plus à prouver quoi que ce soit sur le plan de je suis capable de faire un dossier stratégico-marketing, etc. Je l'ai fait. Pendant 4 ans, j'ai tenu une boîte, etc. Donc non, je me sens pas du tout diminuée ou quoi. Je suis repartie dans la boîte. J'étais vraiment conquérante, quoi, à me dire, j'ai eu une super expérience qui va donner de la valeur à mon métier d'aujourd'hui. Donc non, non, j'étais super, super enthousiasmée par l'expérience. Et cette décision, du coup, elle a été, enfin, facile, je pense que c'est jamais facile, mais elle s'est faite plutôt facilement. Du coup, cette décision de dire j'arrête et je Ouais, retourne. alors elle Ah, s'est fait facilement. Il y a eu pas mal de, tu vois, donc c'était compliqué au niveau financier. Il y a eu un moment de déclic où je me suis dit, mais là, tu es en train de réfléchir à prendre un café en terrasse parce que tu te dis que ça coûterait moins cher au comptoir. Et là, je me suis dit, mais t'as pas fait une école de commerce pour en être là, tu vois. Et puis, il y a eu surtout un truc un peu mastoc, c'est qu'un jour, je suis arrivée et j'avais un message sur ma boutique me disant que le mois d'après, il y aurait un échafaudage pour le ravaler la façade, hein, puisque j'étais au rez-de-chaussée d'un immeuble parisien. Et un ravalement qui devait durer 2 mois a duré 4 mois. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, j'en peux plus, quoi. Il y a toujours une. Enfin, le métier de commerçant est vraiment un métier super difficile, aujourd'hui en tout cas, parce que les baux sont hyper chers, donc les loyers sont démesurés. Et puis parce qu'il y a toujours une raison que les gens ne viennent pas. Quand c'est pas le mauvais temps, c'est les impôts. Quand c'est pas les impôts, c'est les vacances. Quand c'est pas les vacances, c'est, enfin, il y a toujours un truc qui fait que tu sais pas à quoi t'attendre. Donc, j'ai trouvé ça hyper insécurisant, de ne rien pouvoir prévoir avec cette boutique. Donc, non, je suis moi, rentrée, il y a aussi le réflexe, enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de réflexes. Je vais voir dans la boutique, mais après, je vais acheter en ligne parce que sur le coup, j'ai pas envie, je me décide pas sur le coup. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé ça, tiens, je vais voir si je ne sais pas retrouver le même style en ligne, etc. Et si tu as un plus gros que toi qui fait la même chose en ligne, bah, ça m'évite de me redéplacer pour cette décision que j'ai prise ouais, après. Du c'est coup, vrai. Alors moi, j'avais la chance d'être sur un secteur où je ramenais les choses d'Asie, donc il y avait quand même un storytelling. J'appelais pas ça du tout comme ça à l'époque, mais il y avait un storytelling autour. Et puis la boutique était vachement agréable et les gens me le disaient souvent. On vient parce que c'est chouette de se retrouver dans cet environnement-là et tout. Et puis on était quand même aussi en 2005, hein, c'était 2005 à 2009, donc les achats en ligne, c'était pas comme aujourd'hui non plus tout à fait quoi. Donc voilà, donc je suis rentrée chez Engie, j'ai repris un attends, poste. pardon, je pose une autre question. Vas-y. Une autre croyance que j'ai beaucoup, c'est, mais si je retourne dans le salariat, aucun employeur ne voudra de moi parce que l'entrepreneuriat, ça fait peur, etc. Toi, comment elle s'est passée ta recherche d'emploi Ah, alors moi post-entrepreneuriat? c'est Ça a vrai. été simple? Comment Oui, ça ça a été assez facilitant parce que j'étais chez Engie et donc je ne suis pas partie, j'ai suspendu mon contrat de travail. Donc quand Ah, j'ai dit est-ce que je peux revenir, ils m'ont reprise en fait. Donc c'est vrai oh, que ça simplifie énormément les choses. Alors c'est pas mon poste qui m'attendait naturellement, on m'a proposé autre chose, mais en tout cas j'ai réintégré dans le même lieu physique que celui que j'avais quitté, quoi. ok, ultra clair. Vas-y, Voilà. je te laisse ton histoire. Donc je réintègre, on me confiait un poste avec des responsabilités managériales, donc je trouve ça génial parce que du coup j'apprends énormément, etc. Donc franchement au niveau satisfaction du boulot, la satisfaction était là. C'est juste que chemin faisant, je commençais à bosser de plus en plus et à me dire mais non, c'est pas possible de bosser autant. Enfin, il y a eu un moment où je me suis dit tu pourrais aller au burn-out. Alors c'était pas aussi populaire, le terme n'était pas aussi connu qu'on le connaît aujourd'hui. Mais vraiment, il y a eu un soir où je suis sortie du boulot en me disant c'est trop, il y a un truc qui va pas. En plus, j'étais célibataire à l'époque, je me disais tu vas jamais trouver quelqu'un vu comment tu bosses et tout ça. Enfin, il y a un truc qui était plus aligné quoi. Donc là, si tu m'avais posé la question sur une échelle de 1 à 10, clairement, je pense que j'étais à 5-6 parce que le reste allait bien, mais côté boulot, voilà. Ouais. Du coup, je suis partie. 3 mois en Nouvelle-Zélande parce que j'ai senti que vraiment je flirtais avec le burn-out et qu'il fallait que je me reprenne un peu. Et je me suis dit, bah, si tu pars loin, tu seras obligé de lâcher avec les mails, les réponses, etc. et vraiment prendre un vrai break. Et ça a été le cas. J'ai fait un vrai break pendant 3 mois. Et t'as fait Euh, quoi? T'as fait une rupture conventionnelle? T'as non, fait... j'avais un max de congés sur mon compte épargne-temps. Donc je me suis dit, allez, je prends 3 mois et je m'arrête le temps de me remettre la tête à l'endroit, quoi. Euh, et là-bas, ben, en fait, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est de ne plus penser au boulot, de ne plus vivre par le boulot et d'être vraiment 3 mois sur pause à me demander ce que j'allais pouvoir faire de la suite.
Et donc c'était génial parce que moi qui, et c'est là que je vais faire le lien avec la cuisine thérapie, moi qui, avant de partir, était hyper perfectionniste en cuisine, je me prenais toujours des semaines à l'avance quand j'invitais des gens chez moi, à compulser des livres de recettes, à me demander ce que j'allais faire, ce que j'allais proposer comme menu qui soit savoureux, équilibré, un peu waouh, qui puisse impressionner un peu mes invités et tout. Bah, je suis partie en Nouvelle-Zélande, bien sûr, sans mes recettes. Et là-bas, du coup, j'ai appris à cuisiner complètement différemment en lâchant avec l'objectif de résultat, en étant uniquement dans le plaisir de l'instant présent, de faire, etc. Le truc très sensoriel. Et en fait, en rentrant en France, je me suis dit, bah, je suis moins perfectionniste qu'avant, je suis moins contrôlante, je suis beaucoup plus spontanée, je me prends moins la tête. Et tout ça, ça dépasse largement le cadre de la cuisine. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, en fait, quand tu cuisines sans recette, il peut vraiment se passer des choses incroyables et tu peux vraiment en apprendre sur toi. La cuisine devient finalement un enseignant de vie. Et donc, du coup, au retour en France, j'ai dit à Angie, bah, j'ai envie de faire un bilan de compétences parce que je sens que j'arrive à un nouveau moment de ma vie. Et du coup, j'ai fait un bilan de compétences pour essayer de passer à autre chose. Et donc voilà, au retour, bilan de compétences, j'apprends vraiment à prendre le temps de réfléchir sur mes expériences, sur mes compétences, voir un petit peu s'il y a un fil rouge qui se dégage de tout ça. Bon, pas du tout. Enfin, j'avais plein d'envies, j'ai exploré plein de choses et c'est vraiment génial. Et j'imagine que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui se posent la question, bilan de compétences, pas bilan de compétences. Moi, je me dis, mais si, foncez, c'est génial, on apprend énormément sur soi. Et entre la septième et la dernière séance, j'avais toujours pas d'idée. Et puis, je sais pas, un jour, les mots cuisine et thérapie se sont mis dans ma tête. Et j'ai fait une petite recherche sur Google. Je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Et l'après-midi même, j'avais décidé que j'allais créer la cuisine thérapie, tu vois. Donc ça s'est fait vraiment de façon assez magique et super intuitive, ce qui est rarissime pour quelqu'un de très cérébral comme moi. Donc je suis hyper fière d'avoir eu cette idée en mai 2013, du coup, vraiment. C'est trop bien ce que tu racontes parce que je vais faire écouter l'interview à mon mari. Je ne Ouais, suis jamais de recette, c'est vrai, mais jamais, mais depuis toujours. Et à chaque fois, pour lui, c'est un problème. Il y a c'est vrai. non, mais tu sais pas parce que tu sais pas à quoi tu vas t'attendre. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des ratés, hein, clairement. Ouais. Mais conceptuellement, je n'arrive pas à me dire que je vais suivre. Enfin, je le sais que là, ça sera sûrement meilleur si je suis la recette, Ouais, mais c'est cool. Et tu vois, je me dis, ça doit peut-être dire quelque chose de moi, tu vois. Mais forcément. ce principe de suivre une recette, ça me passe whoop, Ouais, ouais. au-delà. En fait, il n'y a pas la surprise. J'aime bien avoir cette petite surprise de est-ce que ça va être bon ce que j'ai Ouais, fait? ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est intéressant. Mais oui, ça Mm. peut forcément dire des choses de toi et on pourrait en parler pendant d'autres moments si tu veux. Et du coup, voilà, tu te dis, je vais créer la cuisine Mm. thérapie. Tu te formes à la thérapie, tu te formes à la cuisine. Comment ça se passe? Où tu crées le truc Alors, vraiment, l'idée, moi, que j'en avais, pour moi, la cuisine thérapie, c'était proposer des ateliers où on utilise les ingrédients, donc sans recette, comme une palette de peinture. Comme un peintre utilise une palette de peinture, là, on utilise des ingrédients pour s'exprimer. Donc, il n'y a pas du tout d'objectif de résultat, de faire un plat, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, comment je me sens là? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je traverse? Et comment je pourrais le mettre dans une création culinaire qui peut-être aura un message à me transmettre? Donc, c'est vraiment le langage métaphorique qu'on utilise beaucoup par ailleurs en coaching qui est à l'œuvre dans une séance de cuisine thérapie. Du coup, je me suis dit, pour me former à ça, faut que je me forme en art thérapie, bien sûr, faut que je me forme en relation d'aide. Je me suis formée aussi en PNL, en analyse transactionnelle, en process com, en relaxation psychosensorielle. Je me suis formée à la cuisine, mais de toi à moi, ça servait à rien. J'ai fait 7 semaines de reconversion à l'atelier des chefs qui, c'était hyper chouette, mais ça n'a permis que de valider que en fait, j'étais vraiment atypique dans ma façon de relationner avec la cuisine et que c'est pas du tout ça que j'allais proposer aux personnes que j'allais accompagner. Donc voilà, je me suis formée pendant 1 an et demi. J'ai négocié une rupture conventionnelle, ce qui n'était pas chose facile chez Engie, parce qu'ils me regardaient comme si j'étais une extraterrestre. Je redis, on est en 2013-2014, tu vois, donc c'est vraiment quelque chose d'assez détonnant à l'époque. Et puis, je me lance, 1er janvier 2015, je me lance avec la cuisine thérapie, encore une fois, avec cette idée de proposer une méthode d'accompagnement qui sorte un petit peu de la verbalisation classique et qui permette aux personnes de, plutôt que de se mettre dans un fauteuil face à un psy, de se dire, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui fait un petit peu friction et que j'aurais envie de mettre dans une création pour aller ensuite interroger le sens de cette création. Ce sera intéressant. Et du coup, tu démarres directement super bien. Comment se passe Oula, ton... non. Ça existe, ça, des boîtes qui démarrent super bien tout de suite? Non, je crois pas. Ouais. Mais après, tu vois, tu pourrais avoir un super réseau qui fait que, voilà. Non.
Non, 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 alors, on est sur un truc que les gens connaissent pas. Comment ça se passe? mais c'est hyper dur justement parce que les gens connaissent pas, donc il y a énormément de pédagogie à faire pour expliquer aux gens que non, c'est pas un atelier culinaire, non, ils ne sauront pas mieux cuisiner après, que c'est pas l'objectif, etc. Donc beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et puis je te dis, on est en 2015 et moi en 2015, alors heureusement j'ai fait des progrès depuis, mais moi en 2015, j'ai pas envie qu'on me voie, j'ai pas envie de prendre trop de place. Je te disais que j'avais une sœur jumelle, j'ai pas envie d'attirer la couverture à moi. Et puis j'ai un syndrome de l'imposteur énorme. Je suis pas coach, je suis pas diète, je suis pas chef. Je suis qui finalement pour aider des gens avec la cuisine, tu vois? Donc au début, je suis un peu comme ça, quoi, à faire des choses. Alors il y a un truc que j'adorais faire au début, j'adorais écrire. Donc je t'ai fait des articles de blog à ne plus savoir quoi en faire, mais en fait c'était une façon de rester planqué derrière mon écran, quoi, tu vois? Donc voilà, au début, j'y vais avec beaucoup de conviction, mais avec beaucoup pétri de doutes, pétri de croyances sur je suis pas assez, etc. Et pourtant, ça fonctionne tout de suite au sens où, dès la première année, je contacte Jouvence, l'éditeur, et l'éditeur Jouvence me dit, banco pour faire un livre. Donc mon premier livre sort en 2016, mon deuxième sort en 2017. Dès la première année, il y a des médias qui s'intéressent à la chose, etc. Dès la première année, bien sûr, je fais des ateliers, je propose aussi bien à du grand public qu'à des personnes, j'appelle ça des publics spécifiques au sens des personnes qui sont en maison de retraite ou des personnes, des patients toxicos, etc. Et évidemment à des publics type entreprise, parce que vu le réseau que j'avais, j'ai quand même fait des propositions à Engie et puis ensuite L'Oréal, Casino, La Poste, Air France, enfin, c'est venu progressivement. Mais tout ça pour dire que non, au début c'est hyper difficile, ça vient chercher sur plein de choses, sur oser se montrer, oser parler de ce qu'on fait, etc. Donc non, ça a été très long, mais malgré tout, le chiffre d'affaires a progressé d'année en année, et c'est ça qui faisait que je me disais, ça va le faire, c'est sûr, ça va le faire. Ça va prendre du temps, mais ça va le faire, quoi. Et du coup, par rapport à ton expérience en boutique, beaucoup plus simple quand même, non? D'un Alors, point de vue d'affaires. et non, pas plus simple, hein. Pas plus simple parce qu'à chaque fois c'est des croyances limitantes, etc. Ce qui était simple en boutique, c'est que j'avais le contact avec les personnes. Donc du coup, j'avais ce retour immédiat. Là, j'avais le contact avec les personnes que je voyais en atelier, mais tout ce que je pouvais écrire sur les réseaux sociaux, tous les blogs, tous les articles de blog et tout, là, j'avais pas de retour sur ça. Donc je bossais un peu en loose day, quoi, en me disant, est-ce que vraiment ça parle au-delà des personnes que je rencontre, hein, qui participaient à la séance? Est-ce que ça parle aux autres? Est-ce que c'est clair ce que je dis, etc. Donc non, c'était pas plus simple. Euh, En revanche, je crois que tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça et c'est pas autre chose. Je crois que, tu vois, je suis quelqu'un qui a du mal à se projeter. Et ça a toujours été le cas, hein, sur le plan pro comme sur le plan perso, hein. Mais très vite, j'ai dit, ça sera la cuisine thérapie jusqu'à mon dernier souffle. Et ça, je le disais pas avec la boutique. Je savais que si ça marchait pas, j'avais ce plan B de revenir chez Engie. Là, tu t'es dit, il n'y a pas de plan B, quoi. C'est Là, il ce n'y a qu'il pas faut. de plan B, non. Ouais, là, il n'y a pas de plan B. Super. Et du coup, cuisine thérapie versus art thérapie, qu'est-ce que la cuisine apporte de plus? Ah, très bonne question. Alors, l'art-thérapie, peut-être pour rappeler pour les personnes qui ne sauraient pas ce que Ouais. c'est, donc c'est utiliser un médiateur artistique qui peut être la peinture, la danse, le théâtre, l'écriture, etc., pour aider des personnes à lâcher avec le mental et à aller déposer des émotions par l'intermédiaire de cette création. La cuisine, le gros avantage, c'est que c'est hyper familier. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cuisiner, on a tous vu quelqu'un cuisiner dans son enfance. Donc il y a le côté pas du tout intimidant qu'on peut avoir par contre en peinture, quand on se saisit d'un pinceau et qu'on n'a jamais vu quelqu'un se faire ça avant, on se peut se sentir hyper maladroit. On l'a pas du tout avec la cuisine. C'est un côté hyper accessible, hyper familier. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un médiateur qui est hyper complet au niveau sensoriel. Là où peut-être l'argile peut vraiment invoquer le côté corporel, le côté sensoriel, le côté, tu vois, le toucher, la vue, etc. La cuisine, t'as les cinq sens au complet, c'est-à-dire que le fait d'ingérer aussi, de décider ou pas d'ailleurs, d'ingérer ta création, ça peut te permettre de métaboliser une émotion qui était compliquée à vivre pour toi, ou au contraire de te dire non, ben c'est bon, celle-là j'en veux plus, elle est posée dans mon assiette, maintenant qu'on me la mette de côté, je ne veux plus la voir, tu vois. Donc il y a vraiment un côté hyper intime finalement de la cuisine qui peut permettre d'aller encore plus loin dans la symbolisation. Est-ce que j'allais dire, les personnes, elles mangent toutes leur création? C'est elle qui décide. En fait, on dit souvent en cuisine thérapie que c'est le créateur de sa production qui décide ce qu'il veut en faire. Donc c'est vrai que 9 fois sur 10, les gens ont envie de manger, de déguster.
Mais ça peut arriver que les personnes se disent, bah moi, c'est trop violent ce que j'ai déposé, j'ai pas envie de la manger, cette colère, ou j'ai pas envie de manger cette fureur que j'ai, etc. Et donc qui disent, moi, c'est bon, je n'en veux pas. Ou d'autres personnes qui disent, j'en veux pas, mais par contre, c'est OK pour moi si ça vous dit de le déguster. Donc c'est vraiment aux personnes de déguster. Après, en France, c'est vrai que la cuisine, on est souvent quand même vachement mordu, et donc souvent les gens ont quand même envie de manger leur création. Ouais. Euh, et du coup, comment ça se passe concrètement une séance de cuisine thérapie? Les personnes, c'est toi qui choisis les ingrédients, une proposition d'ingrédients et les gens vont lister. Tu as déjà une idée du plat, je sais pas, c'est bœuf bourguignon et après c'est toi qui mets ce que tu veux Ah dans ton ouais, plat. non. Tu vois comment, j'ai du Ouais. mal à visualiser C'est concrètement. normal. Ouais, et je le vois avec ta question et c'est cool parce que du coup, comme ça, on va pouvoir vraiment dézinguer certaines croyances. Comment ça se passe? Alors déjà, il y a plusieurs phases dans une séance. Il y a déjà une phase, bien sûr, où on fait un tour de table pour prendre un peu contact, se présenter, etc. Et puis dire avec quoi on arrive. Et très vite, je vais mettre les gens dans une situation où ils vont être en forme d'échauffement sensoriel. Donc ça peut être une dégustation, ça peut être une visualisation, quelque chose qui va vraiment ramener dans le corps finalement. Et après ce moment-là, on va partir en création culinaire. Mais quand je dis création culinaire, je donne une thématique pour justement aider la personne à se lancer avec sa créativité. Mais la thématique, c'est pas du tout une recette. La thématique, ça va être la courgette voyageuse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Avec quoi vous avez envie de la marier? Ou la pomme se met sur son 31. Ou accepter de sortir des sentiers battus. Tu vois? L'idée, c'est vraiment de prendre un ingrédient et de mettre une thématique parce que c'est plus facile pour les personnes ensuite de se lancer en création. Et suite à cette création, on va débriefer. C'était comment pour la personne, comment elle s'est sentie, est-ce qu'elle pourrait trouver un message, est-ce que sa création aurait un message à lui transmettre, comment est-ce qu'elle se sent en regardant sa création, donc tout cet ensemble de choses. Et puis ensuite, on repart sur une deuxième création où là, en général, c'est la personne qui choisit elle-même sa thématique parce que ça va lui permettre de descendre un cran plus loin dans l'introspection, dans ce qui est important pour elle. Et là, on peut avoir des personnes qui vont travailler le côté, enfin, il y a des choses assez incroyables qui émergent, mais il y a des personnes qui vont travailler le côté, bah, j'ai plus besoin aujourd'hui de ces barrières que j'ai érigées autour de moi, donc je peux les enlever. J'ai envie de progresser dans ma relation aux autres, ou je me rends bien compte que ce deuil, je ne le regarde pas de la bonne façon, il faut que je change mon regard dessus. Tu vois, on peut aller travailler en fait en termes de problématiques. On peut aller travailler toutes les problématiques qu'on va travailler avec un psy ou avec un coach, sauf quand il s'agit de trauma ou de choses vraiment lourdes, où là, moi, je dis aux personnes que je forme que je souhaite qu'elles vérifient que les personnes sont accompagnées par un psy par ailleurs, parce qu'on ne se substitue pas au psy. Par contre, on peut aider à des prises de conscience, c'est un peu un accélérateur. Comme on bypasse le mental, comme je le disais tout à l'heure, du coup, il y a des choses il y a des émotions qui se feraient un chemin qui serait peut-être pas aller aussi vite en face à face avec quelqu'un. Donc, et quand tu parles de création, c'est quoi? C'est j'ai sculpté ma carotte, c'est je coupe ma carotte pour en faire une purée, c'est quoi? C'est ce que tu veux en fait. Ça peut être juste un assemblage de choses dans ton assiette. Et je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question pour qui choisit les ingrédients. En général, c'est moi qui propose une série d'ingrédients. Et par exemple, quand je dis la courgette voyageuse, bah, de fait, tu sais qu'il va falloir que tu utilises de la courgette. Mais après, tu vois, la courgette voyageuse, certaines personnes, c'est une courgette avec plein d'épices et qui du coup vont revoyager, se remémorer des voyages qui ont été importants pour elles, etc. Ou t'expliquer à quel point elles n'ont pas le temps aujourd'hui de voyager et qu'il y a quelque chose qui va pas dans leur vie parce que ça, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment important. D'autres dans leur création qui vont se mettre à faire une courgette en forme de bateau, creuser, mettre une voile, etc. Et puis se rendre compte que dans ce bateau, ben, elles se sont positionnées, mais elles n'ont pas positionné leur conjoint. Tiens. Ok, elles ont envie de ce voyage comment? Toutes seules, tu vois, et avec des prises de conscience aussi de personnes qui se disent, je pense typiquement à ce sujet-là, une femme qui me disait, je me rends compte que dans cette idée de voyage, il y a pas mon compagnon d'aujourd'hui, parce que je me rends bien compte en fait que j'arrive à la fin sans doute de notre histoire et que quand je me projette dans un voyage au long cours, loin, c'est pas avec lui que je me projette, tu vois. Et donc c'est ce genre de prise de conscience que tu peux avoir parce que je lui ai pas demandé de me raconter son histoire avec son mec, je lui ai juste demandé de raconter son prochain. Enfin, d'ailleurs, je lui ai rien demandé du tout, mais je lui ai proposé d'explorer son prochain voyage et c'est en l'explorant qu'elle se rend compte avec qui elle est, quoi, dans ce prochain voyage. Ouais. Tu vois? Ok. C'est Et plus toi, clair du coup? ouais, c'est ultra clair. Ouais. T'aiguilles avec des questions Ouais. ou c'est la personne qui vraiment fait son truc tout seul? Enfin, Non, toi, je donne juste la thématique et la personne s'en saisit. Par contre, dans ce que j'appelle le débrief derrière, je vais poser des questions en lien avec la création. En fait, le gros avantage pour moi
en tant qu'accompagnante, c'est que je suis pas toute seule face à la personne. Il y a la création. Donc quand je sais plus par où aller, je reviens à la création et je lui dis, ah ok, et alors, du coup, toi, t'es où dans cette création? Et si cette création, elle voulait te dire un truc, comment est-ce que ça résonnerait pour toi? Qu'est-ce que ça serait le mantra de cette création, tu vois? Et donc, du coup, je pose un certain nombre de questions, pas pour mettre du sens, parce que je considère que c'est pas à moi d'interpréter, mais pour aider la personne à décortiquer le sens de sa création et à poser elle-même les mots qui sont importants pour elle. Ultra intéressant tout ça. Ouais. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu accompagnes aussi des accompagnants, des coachs et des thérapeutes à se former à l'art-thérapie, c'est ça? Du coup, tu fais à la fois, toi, des séances, pardon, pas d'art-thérapie, de cuisine-thérapie, Ouais. et à la fois, tu formes à la cuisine-thérapie, c'est ça? Alors aujourd'hui, je fais de moins en moins de séances, pour être tout à fait clair, parce que je me consacre vraiment quasi à 100% aux personnes que je forme. Sachant que les personnes que je forme, elles ont deux types de profils. À la fois, c'est des personnes en reconversion qui en peuvent plus de leur boulot, se disent qu'elles sont complètement désalignées, elles ont envie d'un truc qui fasse sens pour elles, elles ont toujours eu envie d'aider et elles savaient pas vraiment par quelle boule prendre et elles se disent, en découvrant la cuisine thérapie, bah tiens, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas praticien cuisine thérapie? Ça, c'est le premier profil. Et puis le deuxième profil, c'est des personnes qui sont déjà dans la relation d'aide, qu'elles soient sophrologues, naturopathes, diététiciennes, coach, thérapeutes, psy, etc. Éducateurs spécialisés aussi, j'en ai pas mal, des infirmières, etc. qui me disent, ben moi, j'ai envie d'ajouter une couleur différente à mon accompagnement. J'ai envie d'un outil qui soit plus dans le psychocorporel. J'ai envie de changement. J'ai envie de quelque chose qui me permette de mieux asseoir ma posture d'accompagnement. Et tiens, pourquoi ça serait pas la cuisine thérapie comme outil supplémentaire, en fait, tu vois, comme corde de plus à mon arc. Ok, ultra clair. Et comment tu te fais connaître aujourd'hui? C'est quoi tes stratégies un peu d'acquisition, si on parle un peu business? Ouais, alors mes stratégies d'acquisition, c'est beaucoup les réseaux sociaux et la pub, énormément. J'essaye beaucoup aussi de développer l'organique, donc le fait d'être connu sans forcément passer par le médiateur publicité. Et ça, c'est mon gros challenge 2025 d'ailleurs. Quand tu dis pub Google, Instagram, Non, Facebook? pub Facebook et Insta. Ouais, pub Facebook et Insta. Google, j'ai pas encore fait, mais Facebook et Insta et puis après voilà les réseaux sociaux, les posts, puis pas mal. Mine de rien, j'ai eu beaucoup de retombées médiatiques, donc ça aide aussi. Les bouquins évidemment aident aussi, tu vois, à faire connaître. Et puis après, aujourd'hui, il y a plus de 250 praticiens qui sont formés à la méthode, donc ça permet aussi Ça de va. distiller le bouche à oreille petit à petit aussi. Et ce que j'allais dire, il y en a d'autres qui forment la cuisine thérapie ou tu es la seule en France? Non, je suis la seule à former à la cuisine thérapie. Je suis fondatrice de la méthode, donc forcément, c'est moi qui forme aujourd'hui. Après, il y a des personnes que je forme qui ont du mal à assumer ce terme parce que, mine de rien, c'est un sacré parcours hein, de se dire thérapeute quand on était précédemment chargé de marketing, par exemple, pour ce qui est mon cas. Donc voilà, j'ai des personnes que j'ai formées à la méthode, mais qui aujourd'hui disent qu'elles font de la cuisine intuitive ou des ateliers de cuisine créative, tu vois. Mais Mm. je crois qu'il y a un vrai enjeu là aussi d'arriver à se dire, mais punaise, cette méthode, elle est hyper puissante, il peut se passer des choses vraiment incroyables. Euh, il faut assumer ce terme-là. Et moi, j'ai mis longtemps à l'assumer parce que, ouais, syndrome de l'imposteur, enfin, j'imagine que ça parle aux personnes qui nous écoutent. Voilà. Il y a beaucoup de gens, en tout cas. D'ailleurs, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à te libérer de ce syndrome de l'imposteur, même si en vrai, je pense qu'on s'en libère jamais Non, vraiment. on Aujourd'hui, s'en tu dois libère. à un autre niveau, un autre stade, mais bon, Ouais, on oui, est en oui. constante évolution, donc normalement, on s'en libère jamais vraiment. Mais qu'est-ce qui, toi, t'aide à avancer avec ce syndrome, ou en tout cas, à le faire diminuer? Ouais, mais moi ce qui m'aide, c'est les retours de mes clients, hein, les gens que je vois que ce soit en atelier ou en formation, et quand je vois les effets de la cuisine thérapie sur eux et quand je vois les transformations qui sont à l'œuvre suite à un atelier, je me dis bon ben arrête quoi. Ok, t'es pas coach, t'es pas thérapeute, en tout cas t'es pas psychothérapeute et tu n'es pas non plus diététicienne ou chef, mais t'as quelque chose à apporter aux gens grâce à cette méthode. Donc je crois que on peut en permanence être en proie à ce syndrome-là et je suis complètement en phase avec toi. On le dézingue jamais tout à fait. Il est toujours là sous une forme ou une autre, ou il prend une forme un peu plus subtile à d'autres moments. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler ben, pourquoi on est là, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin et tout. Et moi, pour le coup, avec la cuisine thérapie, mon pourquoi est hyper fort. Et qu'est-ce qui fait que les personnes à qui on propose ce pourquoi-là, eh ben, elles adhèrent à 1000% et elles sont elles-mêmes super enthousiastes après avoir testé l'atelier, tu vois. Donc c'est ça qui m'aide ouais, à dépasser ce syndrome-là.
Ah, c'est top. Merci à toi pour tes conseils. Je pense que je réfléchis quels conseils je donnerais, mais c'est clair que le retour des clients, Ouais, il est sans faille. Un conseil que j'aime bien donner, c'est prendre conscience aussi que, OK, on est peut-être à un niveau 3 sur 5, mais on peut déjà aider tous ceux qui ont un niveau 0, 1, 2 et 3 sur 5 même. Donc, on peut quand même aider beaucoup de monde. c'est clair. Et notamment, tu vois, je prends quelqu'un qui se serait formé à la cuisine thérapie avec toi. Mm, Moi, je n'y connais rien. Je sais pas que la personne elle a un niveau 3 sur 5, 5 sur 5. Je sais même pas c'est quoi un bon mm, cuisinothérapeute. mm, Euh, Vu que j'y connais rien. Donc, elle peut pas me faire une mauvaise impression parce que quoi qu'il arrive, elle s'y connaît mieux que moi. c'est Je pense clair. que c'est cette prise de conscience que quoi qu'il arrive, tu t'y connais mieux que ton client. Donc, syndrome de l'imposteur, ok, t'es pas l'expert numéro un, mais tu t'y connais quand même. Complètement, ouais. Alors moi, il y a un autre truc que je conseille souvent, et alors du coup, je le conseille aux personnes qui vont nous écouter parce que je pense que c'est hyper puissant. Moi, je tiens un carnet de compliments en lien avec la cuisine thérapie depuis janvier 2015, enfin même depuis avant d'ailleurs, pendant mon passage de préparation. Et depuis, je note tous les compliments que j'obtiens en lien avec la cuisine thérapie, bien sûr, de la part de mes clients, de mes partenaires, de mes anciens collègues, de ma famille, de mes potes, évidemment, etc. Et même de gens qui sont complètement inconnus et qui de temps en temps t'offrent une espèce de compliment un peu magique, un peu hors du temps par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou en réponse à un mail que t'envoies. Et ça, je le note parce que, on va pas se le cacher, la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours facile, y compris quand on est aujourd'hui à 10 sur 10 en termes d'alignement. Il y a vraiment des moments où c'est compliqué, il y a des moments qui sont perturbants et tout. Et je trouve que dans ces moments-là, pouvoir aller se replonger dans tous ces bonbons pour le cœur. Je trouve que c'est super important. Tous ces shows doudous là, c'est important de les relire, quoi. J'ai la même chose. J'ai Ouais. une page comme ça sur Internet où j'ai tous les screenshots et Ah, tout. génial. Génial. Ça fait du bien. Et ben, puisque tu parles de difficultés, Ouais. si c'est pas trop indiscret, mais justement, est-ce que tu peux nous parler de la dernière difficulté que tu as rencontrée? Ouais. Et voilà, là, c'était quoi? Comment tu as fait pour la surmonter? Si tu es toujours en plein dedans, bah, tu peux dire que tu es Ouais. toujours en plein dedans. Mais voilà, c'est quoi un peu la dernière difficulté que tu as en tête? Et ben la dernière difficulté que j'ai en tête, elle est récente, c'est mon année 2024 qui a été très difficile. Pour la première fois, je n'ai pas augmenté mon chiffre d'affaires. Donc j'étais, tu vois, le syndrome bon élève pour le coup, là on prend un gros gros coup sur le museau. Alors que bah voilà, j'étais en progression depuis le démarrage. Du coup, bah, vachement difficile parce que remise en question plus, qu'est-ce qui se passe? Ce que je ne propose n'est plus adapté, il faut que j'ajuste, il faut que je propose autrement, autre chose, il faut que je change ma communication, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, enfin bref. Du coup, bah, pour ne rien te cacher, je démarre 2025 avec cette fébrilité, tu vois, comment est-ce que je vais repartir du bon pied avec ce petit soufflet que j'ai eu là sur l'année 2024, ce gros soufflet que j'ai eu sur l'année 2024. Et du coup, je vais pas te dire que j'en suis sortie parce qu'on est que en janvier 2025, mais clairement, j'ai mis plein de choses en place pour, je crois, peut-être que j'ai pas fait suffisamment prendre le temps de faire une pause et de se dire, ok, ça fait 10 ans, mine de rien, 10 ans, c'est un cycle, tu vois. Qu'est-ce qui fonctionne super bien et surtout avec quoi je me sens super bien versus qu'est-ce qui me demande une énergie de malade mental parce que je suis pas dans ma zone de génie là et ça nécessiterait qu'on se repose. Et du coup, là, tu vois, je me sens vraiment mieux, même si j'ai pas encore les réponses, parce que je fais en sorte de les avoir. Je suis vraiment depuis le début du mois de janvier en train de me poser sur mon business, de regarder ce qui va moins bien, d'essayer de comprendre ce qui a pu fonctionner, enfin dysfonctionner en l'occurrence en 2024. Et du coup, moi, j'invite énormément et depuis toujours les personnes à se faire accompagner pour ça, parce que punaise, quand on a la tête dans le guidon, c'est hyper difficile de voir. Donc se faire accompagner, mais ça, je l'ai toujours fait. Mais là, c'est pas juste se faire accompagner, c'est accepter de se dire, OK, là, j'appuie sur le bouton pause et je prends le temps. J'arrête de courir là, comme un hamster dans sa roue et je prends vraiment le temps de faire un audit et un diagnostic de ce qui s'est passé pour comprendre ce que j'ai envie de réajuster en 2025. Et tu le fais en cuisinant? Je le fais aussi en cuisinant, mais je le fais aussi avec des experts à certains endroits de mon business, tu vois, parce que je sais pas si on peut vraiment trouver quelqu'un qui va avoir une overview de tout ton truc et te dire, là, il y a ça qui va pas et tout. Donc, je fais le pari que en mettant quelques experts sur ici les tunnels de vente, ici tel sujet, ben, je vais réussir à remonter la pente, tout simplement. Ouais, carrément. Bah, c'est ce que je te souhaite. Et puis, je vois pas pourquoi tu remonterais pas la pente. Il y a une question qui m'est venue. Vas-y. Tu fais la cuisine. Ouais.
tu fais une sorte de cuisine thérapie où tu arrives à cuisiner tout simplement, tu sais, sans penser, sans phase d'introspection ou autre. Ou non, j'arrive sans phase d'introspection, bien sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que 100% du temps, moi, la cuisine me fait m'ancre, me fait redescendre et tout ça, me permet vraiment de me sentir ancrée, alignée, etc. Ça a un côté méditatif pour moi. Moi, je suis incapable de faire la cuisine en écoutant un podcast, en écoutant de la musique même. Pour moi, si je fais la cuisine, je fais la cuisine, tu vois. Et donc, du coup, c'est un vrai moment de pause dans la journée qui, heureusement, arrive 3 fois par jour pour, voilà, se dire... Ok, là je m'offre quelques minutes parce que franchement je fais pas des trucs compliqués et en plus je vis seule donc tu vois j'ai pas du tout besoin de faire des choses extravagantes mais par contre c'est un moment où vraiment je me pose avec moi-même. Ok. Mais écoute, tu me fais penser que la prochaine fois, j'écouterai pas de podcast en cuisinant, j'essaierai de cuisiner en méditant. Je vois le temps qui défile. Ouais. Si tu veux donner un dernier conseil à ceux qui nous écoutent, qui cherchent à remettre du sens dans leur vie, t'aurais quoi comme conseil? Cuisiner? Comment? Cuisiner? Cuisiner. Non, oui, bien sûr, faire un atelier cuisine-thérapie. Non, je crois que moi, le conseil qui a été le plus, enfin, qui est difficile à donner parce que en même temps, ça se contrôle pas, ça se maîtrise pas et tout, mais je crois que le meilleur conseil, ça serait de d'écouter sa petite voix. Bien sûr, il y a des peurs, bien sûr, il y a des doutes, bien sûr, notre entourage n'est pas toujours super soutenant par rapport à tout ça, Euh, mais il y a un moment, il faut se demander si vraiment ce qui vous appelle vous fait vibrer, si ça vous flanque des papillons dans le ventre, si vous avez des étoiles dans les yeux, que vous commencez à vous projeter et tout. Mais allez-y, parce qu'en fait, le risque, il est minime. Si ça marche pas, ben, vous ferez autre chose. C'est tout, tu vois. Je crois qu'on a tendance un peu à dramatiser le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais et moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon père, d'ailleurs, au moment de me lancer, parce qu'il m'a fait un gros flip. Je peux pas te laisser faire ça, c'est pas possible. Après la boutique, quelques années auparavant, je peux pas te laisser faire ça, c'est trop dangereux et tout ça. Et je lui ai dit, mais papa, tranquille, c'est bon. Si ça marche pas, je suis pas idiote, je vais pas m'entêter. Si ça marche pas, je retrouverai un boulot salarié, tranquille. Et je trouve que, voilà, on a tendance à dramatiser le truc, alors que ça, c'est juste une expérience, en fait. Qu'elle soit positive ou pas concluante comme ça a été le cas pour la boutique, pour moi, c'est malgré tout une expérience hyper enrichissante. Donc, ça vaut le coup de la mettre en œuvre. Je suis comme toi, je pense exactement pareil. On a une culture en fait de l'échec Ouais, tellement négative en France de et puis au-delà du les gens ils se disent mais que penseront les autres de toi? Tu sais, c'est un ouais, peu je trouve cette culture de enfin c'est pas juste tu vas échouer, c'est tu vas échouer. Que vont penser les autres? Enfin, comment ouais, tu vas vivre le regard des autres ouais, qui vont te voir échouer? ouais. Un peu comme quand on est à l'école et qu'on nous dit qu'on a une mauvaise note et qu'on a le classement et que tout le monde nous fait ah, c'est le mauvais élève. Enfin, Ouais. c'est Mais c'est marrant, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un qui, ben, comme beaucoup, j'imagine, est assez sensible au regard des autres et tout ça. Mais tu vois, comme tu m'as replongé dans Métis, donc la boutique de décoration que j'avais, mais je l'ai pas du tout vécu comme un échec, quoi. À aucun moment, je me suis dit, je suis rentrée en rentrant dans mes petits souliers chez Angie en me disant, oh là là, et tout ça. J'avais vraiment ce côté. Ce que j'ai fait, c'est une expérience tellement rare, tellement enrichissante. Alors, pas sur le plan financier pour le coup, celle-là, hein, mais en tout cas, tellement, c'est tellement inouï tout ce que j'ai appris que j'ai plus rien à prouver. Je me souvenais que je me disais ça, t'as plus rien à prouver. Là, tu prendras ce qu'on te donnera et tu essaieras de trouver un truc sympa à vivre dans ton nouveau poste, parce qu'au départ, l'idée, c'était pas de repartir tout de suite. J'avais besoin de me refaire un peu une santé. Mais à aucun moment, je me suis dit, j'ai échoué, quoi, vraiment. Et je crois que si un jour ça doit se passer avec la cuisine thérapie, je serai tellement fière de tout ce que j'ai construit que ça sera pareil, je pense. ouais, mais c'est la culture américaine. Ouais, On dit que la culture américaine nous envahit, mais elle nous envahit pas sur tous les points. ouais, Mais les Américains sont très comme ça. C'est waouh, bravo, t'as essayé, c'est trop ouais, bien, trop cool. ouais, Euh, on n'a pas trop en France. Alors je pense que ça se développe de plus en plus quand même. L'impact américain arrive de plus en plus sur nous, mais très lentement parce que je trouve que le système scolaire évolue pas dans complètement. le sens en fait. Ouais, Tant qu'on ou très restera lentement en tout cas, ouais. Mm. tant qu'on restera toute l'enfance, c'est pas bien, t'es mauvais élève, t'as pas le droit d'échouer, Ouais, etc. Bah forcément, dans la vie adulte, t'es paramétré pour c'est pas bien d'échouer et il faut essayer, mais il faut que ça marche du premier coup, quoi. exactement, ouais, ouais. Donc, Take a chance, comme ils disent aux États-Unis. voilà, Ouais, exactement. Euh, super, Emmanuel. Va falloir qu'on raccroche, le temps défile. ouais. J'aime bien finir les épisodes de podcast par une question de coaching qu'on va poser à ceux qui nous écoutent. Mhm. Va poser à ceux qui nous écoutent. Ouais, Ils pourront l'écouter en marchant et en musique.
Et justement, quelles questions t'aimerais les inviter à se poser autour de cette quête de sens, cette quête d'alignement? Hmm. Euh, alors j'ai deux choses qui me viennent en tête. Une citation que j'ai envie de te donner quand même aux personnes qui nous écoutent parce qu'elle est en lien avec cette quête de sens. C'est quand nous trouvons la place qui est la nôtre, nous découvrons que nous sommes inébranlables. C'est une citation de Jack Cornfield, un moine américain, tu vois, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire. Euh, et une question de coaching pour aider des personnes en quête de sens, ce serait peut-être s'il y avait aucune question en lien avec l'argent, la stabilité financière, les possibilités de me sentir sécurisée de ce plan-là, euh, ça serait quoi que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce qui ferait que mon travail serait pas un travail, que je me lèverais avec une envie d'aller de l'avant, de me montrer au monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, sans considération financière, parce qu'après, évidemment, je dis pas qu'il faut pas le considérer, c'est évidemment à prendre en considération aussi, mais si l'argent n'était pas un souci, qu'est-ce que j'aurais envie de faire de ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'aurais envie d'apporter aux gens, qu'est-ce que j'aurais envie de... Voilà. Et moi, je sais que avant d'avoir l'idée de la cuisine thérapie, je me suis posé cette question et je me suis dit, j'ai envie d'un métier qui soit créatif et relationnel. Ça tournait en boucle, j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et comme j'ai pas trouvé ce métier-là, ben, je me le suis créé pour vraiment m'épanouir dans un métier créatif et relationnel du coup. Donc je pense que ce serait ça, ouais. Si l'argent n'était pas un problème, ce serait quoi ton métier? Excellente question avec cette invitation aussi à ne pas hésiter à se créer un métier. Mhm. Assez génial. Un grand merci à toi, Emmanuel. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'envoyer des mots doux? Ouh là là, et ben écoute, sur les réseaux sociaux, donc cuisine thérapie, donc cuisine underscore thérapie pour Instagram et cuisine thérapie sur Facebook, et puis sur mon site internet cuisine-thérapie.com, je suis sur LinkedIn aussi à Emmanuel Turquet, il y a plein de façons de me contacter, et je me ferai surtout un plaisir de répondre aux personnes qui m'envoient un petit mot doux. Top, je mettrai les liens en descriptif de l'épisode. Restez bien jusqu'au bout pour avoir votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et Emmanuel, encore un grand merci à toi pour tous tes précieux conseils, pour le partage de ton parcours ultra inspirant et pour cette découverte qui était pour moi une découverte de la cuisine thérapie. Et je te dis à très vite. Merci Alex, et à très bientôt, oui. Au revoir. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel qui te pose cette question. Si l'argent n'était pas un souci, qu'est-ce que tu aurais envie de faire?